L'énergie noire, c'est les choses qui accélèrent l'expansion de l'univers. Alors, si ça c'est bon, on peut aller manger. Je ne sais pas si vous êtes satisfait ou pas, mais le problème en physique, quand on pose des questions comme ça donne une réponse, mais après, on a toujours plein d'autres questions. Donc, évidemment, on ne va pas s'arrêter là, parce que ça, c'est pas... Bon, donc ça, on a commencé avec 2 questions, et maintenant, on en a 5. Donc, ça ne converge pas. Parce que, bon, il y a plein de mots ici, il y a l'expansion, l'accélération. Donc, on peut dire d'abord, qu'est-ce que c'est l'expansion de l'univers? Comment on sait que l'univers est en expansion? Parce que la cosmologie, c'est une science empirique. Donc, ça, c'est très intéressant. Alors, c'est quoi l'accélération de l'expansion de l'univers? Donc, ces 3 questions-là sont relativement simples. Après, ça commence à se dégrader sérieusement. Comment on sait que l'expansion et l'accélération? Ça, c'est difficile. Je vais essayer d'expliquer, mais c'est dur. Alors, enfin, comment l'énergie... Alors, reviens à l'énergie noire, parce qu'au début, il n'y avait pas d'énergie noire, et on m'a dit, il faut que tu parles de l'énergie noire. Donc, voilà, je reviens ici à l'énergie noire. Comment l'énergie noire fait accélérer l'expansion. Alors ça, wow! C'est pas évident, mais on va essayer de donner les mots qu'on dit pourquoi l'énergie noire fait accélérer l'expansion. Donc, on commence avec la question ici d'expansion de l'univers. Donc, ça c'est le plus simple. C'est simple. Bon, d'abord, on voit ça, vous avez vu des photos dans les talks précédents sur la galaxie. L'univers visible, c'est des galaxies. Alors, quand on voit ça c'est une photo qui est prise aujourd'hui, et on se demande qu'est-ce qu'on va voir demain. Est-ce qu'on va voir la même chose? Et la réponse est évidemment que non. Parce qu'il y a une force de gravitation entre les galaxies. Comme nous, si on est là-haut, on tombe. Et donc, l'ensemble des galaxies ne peut pas rester comme ça, parce qu'ils sont attirés les uns vers les autres. Donc, on dirait, normalement, ils doivent être en contraction. Si on regarde demain, ils vont tomber les uns sur les autres. Mais ça c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est qu'ils sont en expansion. Et pourquoi? C'est pas... Parce que quand on lance quelque chose comme ça, il monte et puis il descend, et quand on prend en photo, on a la moitié de la probabilité de le voir monter, la moitié de la probabilité de le voir descendre. Donc, a priori, les deux possibilités sont possibles, mais de toute façon, ça ne peut pas rester comme ça. Et la chose qu'on a découvert avec Hubble dans les années 1920, c'est que l'univers est en expansion. Donc, on a quelque chose comme ça. Ici, là, c'est nous, ici, au centre. Et puis, il y a toutes ces galaxies qui sont à la distance d, comme ça. Et puis, à la vitesse, ils fuient de nous. Donc, ça, c'est l'univers en expansion. Et ce qu'on observe, ce que Hubble a découvert dans les années 1920, c'est que la vitesse, donc la vitesse de ces galaxies, c'est proportionnel à la distance entre nous et les galaxies. Ça s'appelle la loi de Hubble. Alors, ça c'est à peu près le mieux que je peux faire comme transparent. Je vais faire quelque chose encore plus austère. Je mets en une dimension parce que c'est plus facile pour moi de faire des dessins. Donc on dit, voilà la Voie lactée. Et on donne un numéro à nous, on est la galaxie 0, au centre de l'univers. Et puis toutes les galaxies impaires, on met ici, donc il y a 1 et 3 et 2 et 4. Et puis on met leur vitesse et on voit que celui-là, il va plus vite que celui-là. Donc ils sont tous, ils ont une vitesse qui est, plus qu'ils sont loin de nous, plus que leur vitesse est grande. Alors déjà, ça nous dit quelque chose de très important, parce qu'on peut poser des questions, mais suppose qu'on vivait ici, sur la galaxie 1. Qu'est-ce qu'on verrait? Voilà, en fait, c'est assez évident. Lui, on voit cette galaxie-là, va aller comme ça. Donc lui, pour lui, il va nous voir aller comme ça, et en fait, il va voir exactement la même chose. Voilà. Vu la galaxie 1, il voit la galaxie 0 aller comme ça, la galaxie 2 comme ça.
et 3 ou 4. Donc, en fait, ça c'est la grande leçon qu'on peut faire en faisant un petit dessin. OK, c'est toujours très bien de faire un dessin. C'est qu'en fait, on voit que tout le monde voit la même chose. Et ça, c'est une conséquence de le fait que la vitesse est proportionnelle à la distance. Si, par exemple, la vitesse était proportionnelle à la distance au carré, tout le monde ne verrait pas la même chose. Donc, en fait, la loi de Hubble qui dit que la vitesse est proportionnelle à d est spéciale. Ils disent que tout le monde, toutes les galaxies voient la même chose. Et c'est une des raisons on peut parler de l'expansion de l'univers et pas juste une explosion qui était centrée sur nous. Donc, cette V proportionnelle à D est très importante. Il dit que toutes les galaxies sont équivalentes. Alors, on continue. Donc, voilà, on a donné la réponse à cette question. C'est quoi l'expansion de l'univers? Ben, c'est tout le monde a une vitesse proportionnelle à la distance. Alors, maintenant, la question, c'est comment on sait que l'univers est en expansion? Et ça, c'est une question relativement simple aussi. On est là, on est ici, il faut mesurer la vitesse et la distance. Donc, il y a deux mesures. Alors, en fait, la vitesse a été mesurée au 19e siècle par des gens bien avant Hubble. Et en fait, Hubble, c'est la personne qui a commencé à faire les distances. Alors, la vitesse, c'est très simple. Ça utilise un effet que vous entendez quand vous entendez les pompiers qui viennent comme ça. Comme ça, c'est juste le fait que la fréquence d'une onde, quand il s'approche, il est plutôt aigu, et quand il sort, il est en grave. Donc, c'est la vitesse, c'est l'effet Doppler qui fait que toutes ces galaxies qui sont loin de nous, ils émettent les fréquences qui sont décalées vers le rouge. Et ça, c'était découvert au 19e siècle. En fait, il n'y avait pratiquement pas de galaxies qui sont décalées vers le bleu. Ils sont tous décalés vers le rouge, ce qui était un très grand découvert. En fait, il y a quelques-uns, il y a quelques galaxies autour de nous qui tournent autour de nous. Et eux, parfois, ils ont des décalages vers le bleu. Le nuage de Magellan et M31. Mais en fait, donc, ici, c'est le spectre solaire, donc rouge et bleu, et on voit quelques raies en général d'absorption. Et voilà un spectre galactique où on peut faire les connexions ici entre ces raies, et on voit que les raies sont décalées par à peu près 10%. Je n'ai pas pris une règle, mais ça me semble qu'ils sont décalés par 10%, et ça veut dire que cette galaxie-là, il va à 10% de la vitesse de la lumière. Donc, c'est quand même assez rapide. Donc ça, c'est la mesure de V, ça c'est trivial. Trivial était fait il y a 150 ans, disons. Alors, le problème, c'est les distances. Comment on mesure les distances? Et ça, c'est très difficile. Bon, enfin, on peut avoir une vague idée. Si vous regardez le soleil est sur le ciel, on voit qu'il est assez grand, il est assez brillant. Alors, quand vous voyez les étoiles la nuit, ils sont faibles, ils sont petits, ce sont des points. Alors, ça, ce n'est pas parce que les étoiles sont intrinsèquement plus faibles que le Soleil. En général, ils sont à peu près la même luminosité que le Soleil, même taille, simplement qu'ils sont loin. Donc, en fait, on peut avoir une idée de la distance d'un objet en regardant sa brillance sur le ciel et aussi son taille sur le ciel, exactement comme on a fait pour les étoiles et pour le Soleil. C'est le même effet. Donc, en fait, pour les objets loin du Voie lactée, on voit les galaxies, les supernovae, les quasars, ce genre de choses. Donc, on a les mêmes types d'effets. Donc, on peut mesurer la distance d'un objet, soit en mesurant sa taille angulaire. Par exemple, si tu as un objet ici, et nous, on est ici, si on mesure, on a directement une mesure de sa taille angulaire sur le ciel. Et donc, si on connaît sa taille, on peut déduire la distance. Ici, par la trigonométrie, ça, c'est pas difficile. On peut aussi le faire en regardant la quantité de lumière qui vient chez nous. Mais en fait, donc, en principe, c'est trivial, mais en fait, tout le problème ici, c'est de savoir la luminosité et la taille des objets. Donc, cette mesure des distances, c'est quelque chose qui a pris 300 ans.
et ça continue. Donc c'est un problème extrêmement difficile et vous allez faire ça dans un TP cet après-midi. Mais c'est très, très, très difficile. Mais le point, c'est que donc finalement, maintenant, on a pour un certain échantillon de galaxies des mesures de distance, des mesures de vitesse, et on trouve que, voilà, donc ça c'est l'effet. Maintenant, je mets, nous, on ici, c'est les galaxies qui sont proches, ils sont grands sur le ciel. Les galaxies qui sont loin, ils sont petits sur le ciel. Bon, enfin, ça, c'est pas exactement, ça, c'est pas la meilleure façon de mesurer l'expansion de l'univers, mais en gros, c'est ça. Et on trouve un truc comme ça. Donc ici, c'est en échelle log, ça c'est le log de la vitesse divisé par c. Donc ici, c'est 10 moins 1. Donc un dixième de la vitesse de la lumière. Et ici, 10 moins 2 de la vitesse de la lumière. Et ça, c'est le log de la distance en mégaparsec, qui est un peu comme 1 million d'années-lumière. Et on voit qu'entre la distance et la vitesse, il y a une ligne droite, et ça, c'est la loi d'Hubble. Donc ça, c'est l'état de... Ça, c'est bon, ce qu'on pouvait faire il y a 10 ans. Maintenant, on peut faire un peu mieux. Mais... et tout le problème, les vitesses, c'était facile. La distance, ça, c'est très difficile. Voilà. Voilà, donc, on n'est pas tellement... On a fait des choses faciles, on sait ce que c'est l'expansion, on sait comment on peut savoir que l'univers est en expansion. Et maintenant, qu'est-ce que c'est l'accélération de l'expansion? Ça, c'est relativement simple aussi. C'est juste que les vitesses ont changé. Dans l'avenir, si on pouvait, on verrait des vitesses qui étaient différentes. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'on voit de la galaxie 0. Donc, aujourd'hui, on voit ça, 0, 1, 3, 2 et 4 avec les vitesses. Et maintenant, si on attend, alors le problème, c'est qu'il faut attendre 1 milliard d'années pour voir quelque chose changer suffisamment pour le mesurer. Donc, dans 1 milliard d'années, d'abord, on va voir que la galaxie 1 est un peu plus loin, la galaxie 2 est un peu plus loin, et la même chose pour le 3 et le 4. Alors, la question maintenant, bon, ça, c'est juste l'expansion de l'univers. Ça n'a rien à voir avec l'accélération, la décélération. La question, c'est que comment cette flèche-là, il va comparer avec celui-là. Est-ce que ça va être plus grand ou plus petit? Si les vitesses dans 1 milliard d'années sont plus grandes qu'aujourd'hui, ça veut dire que l'expansion, l'accélération, si c'est plus petit, c'est en décélération. Ici, je l'ai dessiné de manière à peu près, c'est le même. Donc, il n'y a pas ni accélération ni décélération, donc il n'y a pas de gravitation, mais ça, maintenant on pense qu'on est dans cette situation-là. On pense qu'il y aura une accélération. Donc, si on peut faire la manip dans 1 milliard d'années, on verrait que toutes les vitesses de ces galaxies, ils sont plus grands qu'aujourd'hui. Ce qui serait étonnant, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas attendre 1 milliard d'années pour faire ça. Donc, peut-être on peut il vaut mieux regarder dans le passé. Donc, dans le passé, c'est exactement le contraire. Les galaxies étaient plus proches. Donc, le 1, au lieu d'être ici, il est ici. Et alors, il y a une galaxie ici qui vient dans la figure. Hein. Ici, il n'y avait pas le 5 qui était ici. Maintenant, elle est là. Le 6 était là. Maintenant, elle est là. Et maintenant, j'ai fait les flèches telles qu'il y a une accélération. J'ai mis cette flèche-là plus petite que celui-là. Donc ça, je pense que dans le passé, les vitesses étaient plus petites et que maintenant, l'univers est en accélération. La question, après, maintenant, comment je sais ça? OK, ça, c'est le problème. Mais avant de faire ça, c'est assez amusant, cette plot-là. Parce que je peux continuer, je peux aller encore plus loin dans le passé. Et en fait, cette galaxie-là, elle va bouger comme ça, et on va se rapprocher, mais il y a une galaxie qui vient ici, et puis plus qu'on va dans le passé, il y a toujours les galaxies qui viennent. Et donc, en fait, le slide, il ne va pas changer tellement, simplement que toutes les galaxies qui sont se rapprocher, mais la taille de transparent est toujours la même. Ça veut dire que dans le passé, l'univers était bien plus dense, je mettais plus de galaxies sur la figure, mais la figure reste la même, en fait. Et en fait, s'il y a une infinitude de galaxies, ça veut dire que l'univers avait toujours une taille infinie. Et en fait, donc, l'expansion de l'univers, ça veut dire que dans le passé, l'univers était plus dense, mais pas forcément plus petit. S'il a un volume infini aujourd'hui, il avait toujours un volume infini.
Donc, parce que ce 5-là, il y a toujours des choses qui viennent et on va changer, pas un changement de volume. Donc, ça c'est une chose qui est frappante quand on fait une figure comme ça. On se rappelle qu'en fait, le Big Bang, ce n'était pas un point, c'était l'univers qui était très dense. Mais l'univers n'était pas forcément plus petit. Très amusant. Je trouve, je ne sais pas. Hein. Chacun a son goût. Hein. Voilà, ok. Alors, donc maintenant, on est ici. Comment on sait que l'univers, l'expansion est en accélération? Maintenant, ça commence à être difficile. Donc, vous allez décrocher. Hein. Vous êtes des profs, donc vous savez, les élèves décrochent parfois. Voilà, ok. Voilà, on va décrocher. Excusez-moi. Moi aussi, j'ai fait des cours, mais aïe, 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 c'est dur. Comment on sait que l'expansion et l'accélération? Alors, donc la question, c'est que j'ai fait le même dessin ici. Ça va bien dire comment on peut savoir que le V était plus petit dans le passé. Alors ça, on ne peut pas le faire d'ici parce qu'il fallait mesurer la vitesse il y a 1 milliard d'années. Mais il n'y avait personne sur Terre il y a 1 milliard d'années qui aurait pu nous laisser son cahier de manip disant voilà, j'ai mesuré la vitesse. Donc cette méthode-là, qui est une méthode évidente, ça ne marche pas parce qu'on n'a que des mesures sur l'espace de son temps. Donc ça ne marche pas. Donc il faut faire des choses indirectes. Alors, d'abord, les méthodes qui ont été utilisées pour mesurer l'accélération il y a 10 ans, qui ont donné le prix Nobel pour les gens, c'était encore plus indirect que ce que je vais expliquer maintenant. Je vais expliquer maintenant une méthode qu'on peut faire maintenant depuis 2-3 ans, qui est un peu plus directe que les mesures qui étaient faites avec les supernovae il y a une dizaine d'années. Donc, je fais un essai de faire ça parce que expliquer comment on a fait les mesures avec les supernovas, je trouve ça extrêmement difficile à expliquer. Donc, je vais essayer de le faire, quelque chose qu'on sait faire depuis 2-3 ans, qui est un peu moins indirect que la méthode originale qui a donné le prix Nobel. Donc, voilà. Alors, je voulais maintenant vous demander d'imaginer 2 régions de l'espace. Donc, nous, la région 1, et on peut imaginer que nous, on est ici, ok? Et on voit les galaxies, c'est loin les uns des autres. On voit les galaxies ici. Et puis voilà, il y a un autre région de l'espace qui est loin de nous. Alors ici, il y a des galaxies aussi, et puisqu'ils sont loin, ils sont tous dans le section très loin de nous. Ça, c'est le loi de Hubble, ils sont tous à grande vitesse ici, parce qu'ils sont très loin de nous. Mais maintenant, on pose la question, qu'est-ce qu'on ferait si on était, au lieu d'être ici, on était ici? Ben, on verrait ça. Non, parce que si on était... c'est ça. Normalement, hein. OK. Tout le monde doit voir la même chose. Donc, si j'étais assis sur cette galaxie-là, je verrais ça. Donc, ça, c'est la première chose. Tout le monde voit la même chose. OK? L'univers est homogène. Tout le monde voit la même expansion de l'univers. Alors, maintenant, la question, c'est que... l'autre chose, c'est que nous, on voit ça dans le passé. Parce que, disons, si cette région-là, il y a 1 milliard d'années-lumière de nous, ça veut dire qu'on voit les conditions ici telles qu'ils étaient il y a 1 milliard d'années. Donc, en fait, ça, c'est à peu près ce qu'on voulait faire. On voulait comparer... en fait, ce que je voulais faire au début, c'était de voir l'expansion de l'univers ici, il y a 1 milliard d'années. Je ne peux pas faire ça, mais je peux voir l'accélération ici. Et je ne peux pas voir l'expansion ici, il y a 1 milliard d'années, parce que je vois la région-là, il y a 1 milliard d'années, à cause du temps qu'il faut pour le photon d'aller là à là. Donc ça, c'est la première chose. Le problème, c'est que je le vois comme ça. Il faut que je transforme cette image-là pour imaginer ce que le type qui est assis sur cette galaxie-là, qu'est-ce qu'il verrait ici. Et c'est ça qu'on arrive à faire maintenant
directement avec les observations. Voilà. Donc, ce que je viens de dire, on veut comparer les vitesses ici avec les vitesses ici, mais en utilisant ces mesures-là pour transformer ça en ça. Et ça, c'est une nouvelle méthode. Donc, on peut comparer directement les vitesses ici avec les vitesses ici. Et s'ils étaient plus petits, ça veut dire que l'univers est en accélération. Si c'était plus grand, ils étaient en décélération. Alors, comment on va faire ça? Ben, comme d'habitude, les vitesses, ce n'est pas un problème. L'effet Doppler, on peut mesurer ces vitesses-là. Et puisque les méthodes de mesure de vitesse sont très précises, on peut facilement transformer les vitesses qu'on mesure ici en les vitesses qu'on verrait si on était ici. Donc ça ne pose pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut aussi mesurer les distances. Et la raison, c'est qu'il ne faut pas juste comparer les vitesses ici avec les vitesses ici, il faut comparer cette galaxie-là avec une galaxie à peu près aux mêmes positions. Donc, il faut savoir mesurer ces distances-là. Et ça, c'est des choses qu'on arrive à faire juste depuis quelques années. Et ça, c'est ce qu'on fait avec on utilise une technique qui est toute nouvelle, c'est d'utiliser les corrélations BAO. Ça veut dire Baryonic Acoustic Oscillation, c'est que Ken avait mentionné ça. Donc, ça, c'est une technique qui a été découverte en 2005 ou 2006, je ne me rappelle plus. En fait, ici, c'est une mesure récente qui montre si tu prends des paires de galaxies sur le ciel, donc tu vois une galaxie là, tu vois une galaxie là, tu vois la distance entre les deux. Et tu fais ça pour tous les paires, et tu fais un histogramme de cette distance, et donc tu mesures la probabilité que un paire de galaxies soient séparées par une certaine distance. Et miraculeusement, il y a beaucoup de galaxies qui sont très proches les uns des autres, parce qu'en fait, ça c'est normal, ils sont attirés par la gravitation. On voit un miracle ici, quelque chose qui aurait fait plaisir à Kepler, des gens qui voulaient voir l'ordre sur le ciel, c'est qu'il y a une certaine préférence pour les galaxies de se mettre à 150 mégaparsecs les uns des autres. Et ça, en astronomie, je pense qu'on n'a jamais vu quelque chose aussi ordonné que ça. Ça veut dire qu'il y a une distance spéciale. Si tu prends deux galaxies de manière aléatoire, ils aiment bien être séparés par 150 mégaparsecs. Et ça, c'est cet excès de probabilité ici. 150 mégaparsecs, ça fait 500 millions d'années-lumière. Alors, d'où vient ça? Ça vient de ce que Ken avait dit. Bon, ça, je ne vais pas expliquer parce que ça prend trop de temps. Mais en fait, c'est la distance qui parcourt en ondes sonores entre le Big Bang et le moment qu'on forme les atomes. Et ça, c'est parce que la position des galaxies pour l'avenir était plus ou moins établie au Big Bang. S'il y avait un petit excès de densité ici, plus tard, des milliards d'années plus tard, tu vas former une galaxie ici. Mais la chose, c'est que cette surdensité de galaxies, il va rayonner une certaine partie de sa surdensité, et que ça va faire une surdensité à 150 mégaparsecs à chaque côté. Donc, parce que ça, c'est l'onde sonore qui se propage jusqu'à la formation des atomes. Bon, ça, c'est en physique. Je ne vous demande pas de comprendre ça, parce que on peut passer 1 heure à expliquer ça. Donc, en fait, le 150 mégaparsecs, c'est un formidable règle standard qu'on met sur le ciel, qui a été établie pendant les premières 400 millions d'années de l'univers. Donc, ça veut dire que maintenant, quand tu regardes sur le ciel et tu vois un certain nombre de galaxies, ici, c'est un ciel spécialement simple. On voit, voilà, ça c'est des galaxies, on voit 1, 2, 3, 4 galaxies ici, et on voit un certain nombre de galaxies autour. Et on voit, ça c'est le 150 mégaparsecs. Okay? Parce que les galaxies, il y a cette distance-là, il y a cette distance, il y a plein de distances, mais on voit qu'il y a une préférence pour 150 mégaparsecs, qui est la distance entre là et là. Donc ça, c'est ce qu'on verrait sur le ciel si le ciel était très simple. Le problème, c'est que le ciel n'est pas très simple, il est plutôt comme ça.
Alors, en fait, pour faire ce transparent-là, j'ai juste fait object, et j'ai fait donc, tu vois tous ces trucs-là. Donc, mais des choses, c'est juste pour dire, Ken va dire qu'il y a des corrélations. Enfin, je n'ai pas réussi à faire bien le transparent, mais la chose, c'est qu'on voit toujours le 150 mégaparsec si on utilise les techniques modernes d'analyse statistique. On peut voir, il y a un cercle ici, un cercle ici, un cercle ici. En fait, c'est vrai, parce que je l'ai mis comme ça, j'ai joué Dieu là, et j'ai mis les galaxies où je voulais. Mais la leçon de ça, c'est que maintenant, quand on regarde une région du ciel, on peut, en faisant l'analyse statistique de cette pattern-là, on peut voir le 150 mégaparsec. Donc, on peut savoir, par exemple, que cette galaxie-là et cette galaxie-là, elles sont séparées par 2 fois le rayon, 300 mégaparsec. Donc, on a trouvé la méthode formidable qui nous permet maintenant de mesurer les distances entre ces galaxies-là. Donc, on est maintenant, avec l'effet Doppler, on se met ici, on mesure les vitesses, et avec les corrélations BAO, on mesure les distances. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile à expliquer, excusez-moi, mais c'est quelque chose qui est moderne, et petit à petit, on va comprendre comment on explique ça aux jeunes du collège. En fait, j'avais une fille au collège, je ne pense pas à cette époque-là, elle s'intéressait trop à ce genre de choses, mais bonne chance. Voilà. Donc, voilà les mesures maintenant, maintenant, cette figure-là, on a fait il y a maintenant 1 an. Donc, ça, c'est la vitesse. Ça, c'est, le redshift, ça veut dire qu'ici, c'est maintenant, aujourd'hui. Ça, c'est à peu près il y a 4 milliards d'années, et ça, c'était il y a 7 milliards d'années. Et on a maintenant une mesure de vitesse, et on voit que, d'abord, ici, ils sont plus petits qu'ici. Ça veut dire que l'univers, l'expansion en accélération, et ce qu'on a fait, ça, c'était fait, tout ça, c'est fait par le projet BOSS, dont Ken a parlé. On a aussi réussi à mesurer un point ici, dans l'univers primordial, il y a 7 milliards d'années. Et là, les vitesses étaient plus grandes. Donc, on voit que les vitesses tombent. Ça, c'est la décélération. Et puis après, elles accélèrent. Donc, ça, c'est le mieux que je peux faire pour vous expliquer pourquoi on pense que l'univers est en accélération, l'expansion est en accélération. C'est parce qu'on a réussi à se mettre à la position de nous dans les galaxies très lointaines et mesurer leur vitesse et leur distance. C'est-à-dire mesurer la loi d'Hubble il y a des milliards d'années. Voilà. On est presque à la fin. On va aller manger. Partie difficile. Maintenant, on va ça... En fait, c'est le titre. Maintenant, je vais parler de l'énergie noire. Ici, on va complètement... ici, le problème avec l'énergie noire, c'est que c'est quelque chose qui sort des théories mathématiques de gravitation, c'est-à-dire la relativité générale, et personne ne comprend ça trop bien, dans le sens que c'est assez abstrait, mais on se laisse guider par la mathématique. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer ici. Voilà. Donc, je donne la réponse à la question comment l'énergie noire fait accélérer l'expansion. Et la réponse est toute simple. Elle a une pression négative. Alors, d'abord, pourquoi une pression négative? Enfin, elle a une pression négative, c'est parce que, par définition, elle a une pression négative. On a vu que l'expansion était en accélération, et les gens se grattaient la tête, et elle a dit, oui, je sais que si on met cette espèce d'énergie avec une pression négative, ça va faire accélérer l'expansion. Donc ça, c'est pas une réponse à la question. Si, c'est une réponse à la question, mais évidemment, ça va donner cette question-là que vous allez sans doute poser. Pourquoi une pression négative accélère l'expansion? Alors ça, je me suis gratté la tête, comment je vais expliquer ça? Et ce n'est pas évident. Bon, d'abord, une pression négative, qu'est-ce que c'est? Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est une pression positive? OK.
une pression positive, en fait, dans cette pièce, ça vient du fait que les atomes, ils gigotent. Il y a l'agitation thermique. Pression positive, agitation thermique. Alors, c'est peut-être plausible qu'une agitation thermique, ça donne plus d'énergie en le gaz dans cette pièce. Donc, puisqu'on croit que E égale mc2, ajouter un peu d'agitation thermique, ça augmente la masse de le gaz dans cette pièce, parce que tu ajoutes de l'énergie, donc ça va augmenter la masse. Donc ça, c'est Einstein qui nous a donné la formule la plus célèbre du monde. Donc, pression positive, c'est-à-dire agitation thermique, ça augmente la gravitation, parce que plus il y a de masse, plus il y a de gravitation. Par extension, c'est trivial maintenant, mais en fait, on est guidé par la mathématique qui nous pousse dans cette direction-là. Une pression négative doit diminuer la gravitation. Okay? Donc, qu'est-ce que c'est? On ne peut pas donner une pression négative le gaz dans cette pièce parce que ça voudrait dire qu'ils ont une énergie cinétique négative qui n'est pas possible. Donc, il faut trouver une substance spéciale qui est justement l'énergie noire qui a une pression négative. Une pression négative diminue, et s'il est suffisamment négative, il peut contrebalancer toute l'attraction entre les galaxies. C'est ça l'énergie noire, c'est une substance avec une pression négative, et la pression négative est suffisamment pour annuler l'attraction entre les galaxies et faire en sorte qu'au lieu d'avoir un univers avec une expansion décélérée, c'est accéléré. Alors, ça c'est intéressant, mais on est un peu angoissé par la pression négative. Et en fait, elle a un autre effet, en fait. Donc, la question, qu'est-ce qui fait l'énergie noire pendant l'expansion? Parce que ce qu'on avait vu, que la matière, il est dilué, c'est-à-dire les galaxies s'éloignent les uns des autres, et à la fin, la densité diminue. C'est complètement l'autre situation pour la substance avec une pression négative. En fait, il ne fait rien, l'énergie noire. Comment on dit? Pour les substances de pression positive, la densité d'énergie diminue pendant l'expansion. Et ça, vous avez peut-être vu pour un gaz dans un ballon, quelque chose comme ça. Si ça fait en expansion, le gaz il va travailler sur les parois du ballon. Et donc, il va perdre son énergie. Le gaz, il se refroidit en expansion. Voilà, c'est comme ça marche un frigidaire. Il se refroidit. Donc, il perd son énergie. Alors, ça, c'est pour une pression positive. Mais pour une pression négative, ça va dans l'autre sens. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il va augmenter son énergie, telle que la densité de l'énergie, parce que l'espace est en expansion, la densité de l'énergie reste constante. Donc, c'est ça la chose qui est bizarre avec l'énergie noire, c'est que la densité d'énergie dans l'univers, au lieu tandis que les galaxies s'éloignent les uns des autres, donc la densité de matière baisse avec l'expansion, la densité de l'énergie noire reste constante. Et c'est ça la chose. Mais, alors, les gens disent, mais comment c'est possible? L'univers est en expansion, comment la densité peut rester constante? Et en fait, c'est évident pour moi parce que la densité de matière diminue parce que l'espace entre les galaxies augmente avec le temps, l'espace entre les atomes augmente avec le temps, donc il y a une dilution de la densité, mais l'énergie noire n'est pas faite de particules. Il n'y a pas de particules dans l'énergie noire. En fait, les physiciens des particules, ils appellent ça l'énergie du vide. Et l'énergie du vide, justement, le vide, c'est l'absence de particules. Donc, il n'y a pas de particules pour s'éloigner les uns des autres. Donc, la densité d'énergie reste constante. Voilà. Donc, ça c'est dommage parce que ici, on le voit. Moi, j'avais fait un dessin de l'énergie noire ici. Donc, il faut imaginer que l'énergie noire est là. Il y a les galaxies. Et les galaxies s'éloignent les uns de nous, donc nous, on est là. Et dans l'avenir, les galaxies, puisqu'ils ont une vitesse,
ils vont quitter le transparent, ils ne seront plus là, et dans l'avenir, quand je fais ce talk dans 1000 milliards d'années, on sera juste là. Ici, il y aura l'énergie noire qui est sur l'écran ici, mais pas ici, donc il faut imaginer qu'on voit l'énergie noire ici. Donc, dans l'avenir, toutes les galaxies, ils ne seraient plus là, et puis voilà, il y aurait juste nous, plus quelques galaxies qui tournent autour de nous, comme les nuages de Magellan et M31. Et puis, on verrait plus grand-chose dans le ciel, juste, les étoiles, s'ils sont toujours brillants, et puis l'énergie noire qui sera toujours là.